Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous sommes en direct de la Maison des Sciences de l'Homme à Nantes pour une émission donc spéciale en lien avec la 3e édition des journées d'études en SHS. Donc SHR, j'arrive jamais à le dire. Ça veut dire sciences humaines et sociales pour ceux qui ne le savent pas. Et aujourd'hui, ce sont des journées, des journées d'études sur les écritures alternatives, donc notamment l'audiovisuel, et on va en parler aujourd'hui. Et elles ont lieu donc du 6 au 8 novembre et s'adressent notamment aux chercheurs des maisons des sciences de l'homme. Et en général, c'est bon ? Oui, c'est bon, tout va bien. Et donc, ce sont des journées qui sont organisées par le laboratoire Créneau et la MSH Ange-Guépin, donc la MSH de Nantes, où nous sommes aujourd'hui, et avec cette vue un peu qui s'est dégagée depuis ce matin, après ce brouillard. Alors, oui, j'allais dire, merci de vérifier. Donc, est-ce que le son est OK ? On va peut-être devoir faire des petits réglages son avant de commencer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avant, mais c'est pas grave. Donc la thématique de cette année, de ces journées d'études, elle porte sur le récit scientifique en question, donc réunit des chercheurs et des chercheuses en SHS, artistes et des artistes, des professionnels du son, de l'image, etc. et qui réfléchissent ensemble à d'autres manières d'écrire et de transmettre la connaissance. Et pour l'occasion, on a organisé ce partenariat avec la MSH et le laboratoire Créneau. Et aussi pour l'occasion, à partir de ce soir, il y aura une programmation de films ouverte à tous au Cinématographe, qui est un cinéma d'art et d'essai à Nantes. Du coup, durant cette émission, je recevrai plusieurs intervenants, mais il y en a déjà une qui est avec moi, qui s'appelle Chloé. Et qui viendront du coup nous reparler de leur projet de recherche. Et donc, comme c'était précisé dans le titre de cette émission, la vidéo comme outil au service de la recherche et comme outil de diffusion. Donc on parlera notamment de leur démarche de recherche, du choix de la photographie et du cinéma comme outil donc au service de la recherche, mais aussi du coup au service de la diffusion. Donc c'est une émission entre art et sciences pour découvrir la recherche en SHS autrement. Et je vous précise, vu que vous êtes là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que moi je prendrai le temps de vous de les poser à mes intervenants. Là on va pas avoir énormément de temps puisque je ne sais pas si nous sommes en retard sur le programme aujourd'hui. Je crois qu'on est un petit peu en retard, mais ils vont essayer de rattraper le retard. Donc, on va essayer de faire ça rapidement, toutes les deux. Du coup, bonjour Chloé. Donc, Chloé Buir. Oui, bonjour. Tu es géographe au CNRS. C'est ça. Au sein de l'unité de recherche Les Afriques du monde. Dans le monde. Dans le monde, pardon. Les Afriques dans le monde. C'est une unité de recherche qui se trouve à Bordeaux. Donc, tu nous viens de Bordeaux aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, tu t'intéresses notamment au rôle de la photographie dans l'évolution des pratiques de recherche, et notamment en SHS. Et ton travail se concentre sur comment les habitants des villes, et notamment en Angola, et on va en parler un peu plus précisément, vivent, travaillent et s'organisent afin d'améliorer leur espace de vie urbain, notamment puisque du coup, si je ne dis pas de bêtises... la grande ville dont à laquelle tu t'intéresses, alors c'est Luanda, c'est ça ? Luanda. Luanda, ok. Alors, ils parlent en portugais là-bas, c'est ça. Donc, je vais essayer de pas trop écorcher les noms des villes. Mais j'ai cru, dans le film que j'ai regardé, le film que tu as réalisé en collaboration du coup avec des habitants d'un quartier, il s'appelle. J'ai l'impression que c'est plutôt une écriture phonétique, le nom de. Oui. On va en parler un peu plus. Est-ce que avant de commencer, tu peux juste un petit peu te présenter et présenter ton laboratoire dans lequel tu travailles et ton travail de recherche en général? Oui. Donc je m'appelle Chloé Buir, je suis chargée de recherche au CNRS et le laboratoire s'appelle donc Les Afriques dans le monde. C'est une unité de recherche qui réunit beaucoup de disciplines différentes. On est hébergé en partie à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Donc, il y a pas mal de gens qui sont spécialistes de sciences politiques, des sociologues, des historiens, des anthropologues, mais il y a aussi de la littérature, donc de la géographie, comme ce que je fais moi, un petit peu de droit, d'économie. Et donc, on vient tous au départ de disciplines différentes, mais on a en commun une interrogation qui est sur, en fait, les différentes
différentes formes d'expression politique. Donc, par exemple, l'économie, ça va être l'économie politique, l'anthropologie politique. On a cette espèce de ligne rouge en commun. Et donc, ça s'appelle Les Afriques dans le monde. On est tous, en grande majorité, on travaille au moins en partie sur le continent africain, mais il y a aussi des recherches qui s'étendent aux diasporas africaines, que ça soit en France ou dans le monde, notamment tout ce qu'on appelle les mondes issus de la traite transatlantique, mais on peut penser à la même chose du côté de l'océan Indien. Donc voilà, on a mis un S à Afrique parce que le but, c'est pas de travailler juste sur l'Afrique en Afrique pour l'Afrique, mais d'inscrire ce qui se passe en Afrique dans une réflexion plus générale sur ce qui se passe dans le monde. Donc il y a vraiment plusieurs disciplines qui s'intéressent au sujet, pas que de la science politique, mais vraiment pas que des géographes, j'imagine des historiens aussi, ce genre de choses. Voilà, et on est donc je parlais de l'Institut d'études politiques de Bordeaux parce que c'est là qu'on a nos bureaux, la majorité de nos bureaux, mais on a aussi ce qu'on appelle les tutelles dans l'enseignement supérieur, un laboratoire de recherche. Il s'appuie sur des personnels qui viennent de différents centres universitaires, donc l'IEP de Bordeaux, mais aussi l'Université Bordeaux-Montaigne, l'Institut de recherche en développement et de façon, aussi l'Université de Bordeaux, qui n'est pas la même chose que l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je sais bien, j'ai été là-bas moi-même, je suis sortie de cette université. Voilà. Bien, mais oui, tout à fait. Donc les deux universités bordelaises, donc. Et donc, du coup, tu utilises le cinéma et la photographie dans ton travail de recherche. Comment est-ce que ça, selon toi, ça transforme les pratiques aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça un sujet. On se pose cette question-là durant ces journées d'études. Comment ça transforme les pratiques de recherche en sciences humaines et sociales ? Et quels sont les défis un peu que, du coup, les chercheurs vont rencontrer en utilisant ces nouveaux outils-là ? Oui, alors cette question des outils, donc moi je les appelle audiovisuels pour englober, parce que le cinéma c'est des images et du son, mais parfois on fait que des images. Si elles bougent, on appelle ça de la vidéo ou du cinéma. C'est très vaste. Images animées, images fixes, le son, mais le son est de plus en plus aujourd'hui, notamment avec tout le virage autour des podcasts. Oui, la radio est très ancienne, elle précède le cinéma, mais il y a aussi toute une réflexion autour du son. Et puis de façon plus générale, là on est sur ces journées qui s'appellent donc les écritures alternatives. Ça inclut aussi le dessin et donc des formes d'écriture qui sont finalement multiples, qui sont pas si nouvelles que ça. Enfin moi en tout cas en tant que géographe, depuis que mes premières années à l'université, on regarde des cartes, on s'interroge sur des données qui ne sont pas forcément textuelles. Donc je pense qu'il faut pas surjouer en fait la nouveauté de ces écritures. Je pense qu'elles ont toujours été présentes, peut-être pas toujours interrogées de façon aussi centrale que ça peut l'être dans des journées comme celle qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui. Et donc cette question des matériaux, donc là on va se concentrer sur l'audiovisuel pour aujourd'hui, pour l'émission. Elle intervient un peu à tous les degrés de la recherche, c'est-à-dire que c'est à la fois des sources, on peut consulter des matériaux audiovisuels, des films, il y a pas de raison d'exclure des matériaux audiovisuels. C'est aussi des matériaux qu'on peut produire. Donc moi je suis une chercheuse qu'on appelle chercheur de terrain, je fais du terrain en immersion, je passe beaucoup de temps donc à Luanda en Angola, j'ai aussi travaillé en Afrique du Sud et en particulier dans la ville du Cap avant ça. Donc, on prend nous-mêmes des photos, des vidéos, on fait des captations sonores. Un des outils classiques des sciences sociales, ça va être l'entretien, d'aller discuter avec les gens pour comprendre comment eux perçoivent, comprennent leur action. Et on peut enregistrer ces enregistrements. Donc, soit on pose juste un dictaphone sur la table parce qu'on veut en garder une trace et ça nous permet de mieux nous souvenir. Donc, c'est les outils audiovisuels comme prise de notes. Alors, on le fait avec un dictaphone. Aujourd'hui, on peut le faire en vidéo. Technologiquement, c'est pas plus compliqué qu'un dictaphone. Non, c'est sûr que ça reste similaire. Voilà. Et finalement, c'est aussi un outil d'archivage, en fait. Voilà, donc simplement de collecte, en fait, et pour garder ces données, pour pouvoir y revenir, au-delà des notes qu'on pourrait prendre sur un carnet ou même des impressions qu'on pourrait garder. Donc ça serait une partie, en fait, des usages de l'audiovisuel. Une autre partie, ça va être vraiment dans ce qu'on va appeler le moment des écritures, de la diffusion. T'en parlais dans ton introduction. Donc le fait que la recherche, elle s'écrit dans des articles scientifiques destinés à des revues de niche, où on est relu par les pairs, etc. Il y a des revues grand public, mais il y a aussi des médias qui peuvent être audiovisuels. Et je pense que le travail que vous faites avec l'association, et puis là, cette émission qu'on est en train de faire, c'est un exemple. Oui.
d'usage de l'audiovisuel avec la recherche, mais donc c'est plutôt des outils pour diffuser ou pour parler de la recherche. Ouais. Et moi, je me situe un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'utilise les outils audiovisuels pas simplement pour, on va dire, capter des données sur le terrain, ni en aval pour diffuser mes recherches, mais vraiment pour construire mon raisonnement. Et donc, moi, ce que j'essaye de développer, et c'est toujours de façon ad hoc, en fonction des plateformes que je peux essayer de créer, c'est qu'en fait, je vais partager les outils audiovisuels, les caméras. Alors, en l'occurrence, je travaille plutôt avec des téléphones aujourd'hui parce que, ça fonctionne très bien aussi. Ça fonctionne très bien aussi. On pourrait faire avec un téléphone aujourd'hui. Hein. On le fait aussi de temps en temps. Il y a la question du son qui est toujours un petit peu plus technique. Mais donc, en fait, moi, ma façon de travailler, je m'intéresse à comment la jeunesse à Luanda, on va parler de ça en particulier, par exemple, donc essaye de se faire entendre dans un pays, l'Angola, qui est un pays encore très autoritaire, très centralisé, où les formes d'expression de désaccord avec le gouvernement ne sont pas très bien reçues, avec une forte violence policière, une répression, mais aussi beaucoup d'autocensure. Donc, briser cette autocensure, oser parler contre ou parler juste différemment du discours établi, ça demande pas mal de courage. Et donc, moi, j'essaie de travailler avec différents collectifs qui s'intéressent à ça. Je travaille avec des féministes, par exemple, sur les questions des violences obstétriques. Donc, avec des récits autour des accouchements dans les hôpitaux publics de Luanda. J'ai travaillé sur de l'histoire orale dans un quartier autour d'un arbre, qui a une histoire particulière. Et donc, on est allé interviewer les plus anciens du quartier pour qu'ils nous racontent cette histoire. Donc, en fonction de ce que font ces différentes personnes avec qui je travaille, je vais adapter mes outils. Alors quand il y a besoin, je leur montre un peu comment ça fonctionne. Oui, même si, en gros, appuyer sur REC sur un téléphone, c'est pas la chose, a priori, la plus inaccessible. Mais surtout, en fait, en faisant ce travail ensemble, moi, ça me permet de discuter avec eux, d'aller plus loin et de poser les questions différemment aussi de ce que je pourrais dire en entretien, où il y aura une espèce de face-à-face, où j'aurai des questions scriptées. Alors, qu'est-ce que tu penses de ci ? Est-ce que tu peux me raconter ça ? Là, on fait ensemble, donc il n'y a pas de face-à-face. C'est souvent, on est dans des groupes, on est 5, 6, une petite dizaine, donc c'est des petits comités, mais on est trop nombreux pour qu'en fait... tout se rapporte à moi, j'ai envie de dire. Et donc, il y a plein de fois où il y a des choses qui se passent dans le collectif. Je fais partie du collectif et donc j'interviens plus ou moins. Et le film dont tu parlais, qui s'appelle donc Historias de Kakwaku, les histoires de Kakwaku. Kakwaku, c'est un quartier, c'est un quartier de plusieurs millions d'habitants, une municipalité à l'intérieur de la ville de Luanda. Avec ce collectif-là, donc on était 7 et on a fait un film. Ensemble, un film documentaire, mais c'est pas moi qui ai tourné. Donc on a écrit ensemble le scénario, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait raconter, mais ensuite on est 8 co-réalisateurs et donc par groupe de 2-3, ils sont allés réaliser certaines séquences en fonction de ce qu'on avait décidé au départ et puis aussi en fonction de ce qui se passait dans la rue à ce moment-là. Bien sûr. Et ensuite on a remonté tout ça ensemble. Donc voilà, cette façon de s'extraire parfois de ce que c'est que, les termes, ça serait la collecte de données, c'est pas forcément qui collecte, c'est pas forcément moi qui sais d'avance ce que c'est que la donnée, et ça permet d'ouvrir des nouvelles perspectives et de défaire cette vision parfois un peu surplombante qu'on a, le cliché très descendant. Du chercheur qui viendrait observer des situations sociales comme si c'était des rats de laboratoire. Forcément, on est dans des situations qui sont un peu plus un peu plus horizontales. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux aussi entre nous, de savoir qui va décider, etc. Mais c'est tout ça se décide de façon collective. Donc c'est ça que j'appelle des méthodes audiovisuelles participatives. Oui, tu fais de la science participative en fait aussi. Je vais juste vérifier un truc dans ma petite technique. Je t'écoute, j'ai plein de questions en fait. C'est juste que je voulais être sûre que ça marche. Oui, c'est bon, voilà. Je m'assure de l'enregistrement. Alors, j'ai une question pour remonter un peu en arrière par rapport au fait que on va aller sur, je vois l'heure, mais on va aller sur Kakwaku, c'est ça. En fait,
le choix, toi personnellement, est-ce que tu avais déjà une affinité en fait, avec ces outils-là pour te dire je vais les utiliser dans ma recherche en fait, tu aurais très bien pu prendre le chemin de se dire vas-y, je vais faire comme comme un peu de la recherche classique de chercheurs, oui, comme tu disais, faire des entretiens, etc. Mais en fait, là, tu as fait ce choix-là, donc qui était, je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais de la recherche, mais c'était peut-être un peu aussi nouveau à un moment donné. Et ce choix de la recherche participative, est-ce que tu l'as fait dès le début ? Voilà. Alors, je pense que j'ai toujours, depuis que j'ai rentré à la fac, j'ai toujours été sensible à cette question de comment je me positionne pour travailler sur des sujets, d'autant plus que je me suis très vite tournée vers les études africaines, en fait, vers des terrains africains. On débarque pas comme ça, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait là ? Quelle est ma légitimité à être là ? Et puis les gens nous la posent cette question de toute façon, même si nous on pourrait ne pas vouloir se la poser. Mais à quoi ça sert ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? C'est une question qui est naturelle et il n'y a pas besoin d'aller en Angola. Je pense que c'est la première question en fait quand on interagit avec qui que ce soit, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce qu'on fait ensemble quoi. Donc à partir du moment où enfin voilà, en tout cas moi ça a toujours été une inquiétude. J'ai fait une formation de géographie à l'université et en fait, l'audiovisuel faisait partie des outils de la géographie et je pense que, alors je sais plus les dates exactement, mais ça doit faire 20 ans que je suis passée à l'université. donc c'est encore une fois, je pense que l'idée de la nouveauté, ça nous aide pas beaucoup à réfléchir. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui se reproduisent, il y a enfin voilà, je pense que bon, en tout cas moi ça m'aide pas beaucoup de me dire je fais quelque chose de nouveau. Bon, oui, en attendant, il faut essayer de le faire. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Comment je le fais, comment je m'y prends. Donc, les outils audiovisuels, je les ai toujours utilisés parce que soit je prenais l'option carto, soit je prenais donc cartographie ou statistique ou audiovisuel. Pour moi, c'était un outil parmi les autres pour la géographie. J'ai eu beaucoup de chance. C'était pas offert dans toutes les facs de France encore aujourd'hui, mais ça se diffuse quand même de plus en plus. Et ensuite, j'ai d'abord fait de l'audiovisuel, je dirais, classique, au sens où c'est moi qui tenais la caméra et qui filmais, essayais de rendre compte de ce que je voyais. Et donc, dès ma thèse, ça a été intégré. Il y avait un document écrit, un peu le classique, encore une fois, mais il y avait aussi des séquences vidéo. Il y avait un DVD à l'époque. YouTube n'existait pas. Et ensuite, petit à petit, par des projets de recherche auxquels j'ai participé, par des rencontres aussi, l'idée que j'avais pas besoin d'être toute seule et qu'on pouvait faire ça ensemble. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire qu'il y a vraiment un tournant. Ouais. J'ai conscience que à l'époque où je le faisais, on était moins nombreux que les gens qui le font aujourd'hui, mais il y avait des gens qui l'avaient fait avant moi aussi, quoi. D'accord. Voilà. Donc finalement, c'est plutôt dans le côté aujourd'hui, ça se développe plus et c'est quelque chose d'un peu acquis, j'imagine un peu plus. Oui, et puis mais après il y a, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Bon après, je vais pas dire que c'est extraordinaire, mais non, mais j'entends. Non, mais après c'est aussi peut-être un truc personnel. Moi, je suis pas très à l'aise parce que je trouve ça met beaucoup de responsabilité. Mais non, faut pas d'avoir l'idée qu'on est en train de faire un truc qui serait absolument la nouveauté. Mais les outils aussi ont évolué. Oui. Et ça, c'est quelque chose, quand on regarde un peu dans l'histoire des sciences, donc là, je remonte pas non seulement moi, mon histoire d'il y a 20 ans, ou mes profs, mais même avant ça, le cinéma et la sociologie ou l'anthropologie ont toujours été liés, mais un des pères fondateurs, c'est Jean Rouch, et une des choses et Jean Rouch le disait lui-même, etc., c'est aussi le changement des outils. Et donc, par exemple, l'arrivée de caméras qui sont capables de synchroniser le son et l'image, ça donne accès à d'autres technologies. Et aujourd'hui, le fait qu'on a tous dans notre poche un truc qui filme, qui enregistre, et qui maintenant met des filtres, est super intelligent. On n'a même plus besoin de savoir régler une profondeur de champ parce que la machine le fait, etc. Évidemment que tout ça change les outils qui sont à notre disposition. Mais en fait, pour moi, encore une fois, je parle à un titre personnel, mais la vraie difficulté, elle n'a jamais été dans l'outil. Elle est dans qu'est-ce qu'on fait de cet outil. Et donc, c'est pour ça que le thème des journées, qui sont la question du récit, qu'est-ce que c'est que mettre en récit ? Qu'est-ce que c'est qu'écrire ? Pour moi, c'est un peu le nœud de mon questionnement. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est le questionnement qu'il faut avoir, que tout le monde devrait s'intéresser à ça. En tout cas, moi, c'est mon énigme. C'est ce qui me permet d'avancer. Et c'est pour ça que j'aime l'idée de faire de la recherche et pas de la trouvaille. Et donc, il y a quelque chose qui... Il y a un questionnement plus que... Voilà, et qui m'amène toujours à aller un peu plus loin avec la caméra, des caméras, du son, enfin, dans les différentes variantes qu'on peut avoir.
Et du coup, par rapport à justement le projet Kakwaku Stories, qui est donc réalisé en collaboration, comme tu disais, avec des jeunes Angolais de la communauté de Kakwaku à Luanda, tout à fait. En Angola. L'idée, c'est montrer les actions du projet Agir. Donc au sein de cette communauté-là, donc qui est plutôt un projet politique finalement, voilà, mais très communautaire et l'objectif c'est de défendre les intérêts de la communauté. Enfin, je vous invite à aller voir donc du coup le film est diffusé sur YouTube. Il y a aussi ce côté-là, le fait de pouvoir diffuser largement grâce à des plateformes comme YouTube où c'est libre en fait. Il y a aussi cette liberté, libre. Genre, je peux revenir un peu là-dessus. On peut revenir, je sais pas, peut-être que justement il y a eu des difficultés, mais en fait nous-mêmes on rediffuse sur YouTube, on utilise YouTube, on essaye d'utiliser ces outils-là et je pense que les réseaux sociaux en général ont quand même un rôle à jouer justement dans la diffusion des idées politiques. Donc, tu as parlé un petit peu comment ça s'était passé, la collaboration. Vous étiez, je sais plus combien vous étiez, mais vous étiez nombreux donc, avec ces jeunes Angolais. Quelle a été du coup l'importance de l'implication de la communauté dans le processus? Est-ce que ça a été facile justement de travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont accepté facilement le fait qu'on vienne les filmer, etc.? Parce que je sais que par exemple chez nous, filmer les gens, certains ils aiment pas du tout ça, quoi, le fait d'être devant une caméra. Donc je me demande un petit peu aussi comment ça a été reçu. Et après, quelle stratégie eux-mêmes à travers ce film-là, ils ont-ils mis en place? Est-ce que ça a permis de toucher plus de gens? Voilà, j'ai plein de questions en même temps, mais je te laisse dérouler et de toute façon. Oui, non, alors je vais juste sur pourquoi je tiquais un petit peu sur c'est mis en ligne sur YouTube, donc c'est accessible et libre. Juste le partager, alors, il y a des questions très techniques, c'est-à-dire qu'en fait en Angola, il n'y a pas du Wi-Fi partout, il faut payer des données sur son téléphone et avoir accès à YouTube, ça consomme beaucoup de données en fait, donc c'est pas aussi il y a la fracture numérique, c'est quelque chose qui est vrai. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que mettre le film sur YouTube, pour moi, c'est normal, ça fait partie parce que on va chercher ça sur YouTube, on peut trouver. Mais il y a aussi toute une autre réflexion que j'ai avec des collègues, notamment en termes d'édition scientifique, etc., pour passer par d'autres plateformes qui ne sont pas forcément détenues par les GAFA, avec des entrepôts de données qui sont, pour le coup, publics et non pas privés, et donc où le mot libre, l'idée de la liberté peut être interprétée différemment. Et donc, je pense que c'est important aussi que la recherche scientifique contribue à ça et à repenser les outils au-delà justement des GAFA. Donc ça, c'était un premier élément de réponse. Ensuite, par rapport à la question de comment les gens réagissent à la caméra et quel est l'effet de ce type de production sur le tissu local, on va dire, c'est une énorme question. Je pense que, en tout cas, moi, ma façon de me positionner par rapport à ça, c'est l'idée que ce film qu'on a fait ensemble, ça a été extrêmement important pour nous, le collectif qui l'avons fait, les 8 co-réalisateurs, réalisatrices, on est encore en contact. On a, là en janvier, je retourne faire un atelier de cinéma et j'ai bien l'intention d'inviter, alors ils seront pas forcément disponibles, ça sera pas forcément les mêmes personnes, mais on a créé un petit réseau entre nous qui va, donc les 8 co-réalisateurs, réalisatrices et puis le tissu qu'il y a autour de nous, dont l'association Projet Agir qui est un projet politique, mais qui, là encore, il y a des gens qui participent à Projet Agir et qui ont d'autres fonctions, d'autres casquettes, qui sont notamment, par exemple, professeurs d'histoire dans des écoles publiques. Donc, en fait, les choses se ramifient. Le film est un point commun à un moment qui peut permettre des liens différents, mais qui resteront des liens avant tout interpersonnel plutôt qu'institutionnel. C'est-à-dire que Chloé Buir du CNRS fait un film avec Sambong ou du Projet Agir, ça ne veut pas dire le CNRS soutient de façon institutionnelle un projet politique. C'est pas du tout, pas du tout comme ça que ça se passe. Et ensuite, il y a aussi, et ça je le défends en fait, moi, j'apprends beaucoup de choses pour mes recherches sur qu'est-ce que c'est que le politique en Afrique, comment on fait face à un régime autoritaire. Le film, cette co-réalisation, c'est un outil pour moi, c'est une façon de mieux comprendre. Et c'est mon travail en tant que chercheuse de comprendre ça. Félix, qui a travaillé avec moi sur le film et sur d'autres projets depuis, il essaye de suivre des études à l'université. Il n'en est pas à écrire des articles co-évalués par des pairs dans des revues obscures. Mais par contre, d'avoir fait ce film, ça lui fait une ligne de plus à son CV. Ça lui permet. J'ai déjà fait des lettres de recommandation pour pouvoir accéder à des formations, des choses comme ça. Donc, en fait, chaque personne qui participe à ce processus va se l'approprier en fonction de ce qu'il ou elle veut et attend. Et donc ça, c'est pas à moi de le décider.
ni en amont ni en aval, et donc c'est quelque chose qui est fluide et qui évolue et qui est difficile. Tu te disais est-ce que ça s'est bien passé, etc. Ça s'est pas mal passé, il n'y a pas eu de conflit, mais on ne sait pas à l'avance. Y compris moi-même, en fait, je sais pas exactement où je vais, et donc c'est des questions qui continuent à être posées, à être reposées. Je suis rentrée, donc j'étais en Angola entre 2019 et 2022. Ça fait 2 ans que je suis rentrée en France. C'est une question que je me pose, pas tous les matins parce que j'ai une vie bien remplie, mais très régulièrement. Mais je fais quoi maintenant ? J'habite à Bordeaux. J'ai fait un film avec des activistes en Angola qui, eux, sont toujours soumis à la répression policière. Et moi, je viens la présenter Voilà, c'est très joli. Mais comment je réconcilie ça ? Et j'ai... Voilà, alors il y a des jours, je me dis, mais si, ça fait partie de mon boulot. Et puis il y a des jours où je doute un peu plus. Ouais. Et je pense que cette fragilité, en fait, elle est importante à la fois à embrasser, j'ai envie de dire. C'est pas l'entretenir, être fragile, à tout près dire je ne sais pas, mais je pense que le jour où j'aurai une réponse bien précise, c'est que j'aurai loupé une marche, quoi, parce que en fait c'est ça la réalité des rapports humains de façon bien plus large au-delà de la recherche. Donc oui, des fois il y a des choses qui bougent en Angola, oui, des fois j'ai l'impression que les discussions qu'on a pu avoir dans nos ateliers de film, je vais les retrouver dans un débat, voilà. Et puis il y a d'autres fois où au contraire j'ai l'impression de voir une planète qui se referme, avec une tendance à l'autoritarisme, avec un rejet de la démocratie, et donc en Angola ou ailleurs. La date d'aujourd'hui n'est pas tout à fait anodine. Et là-dessus, je peux faire ce que je veux avec mes films, mais c'est pas moi qui vais changer le monde, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, ce film-là, il est diffusé, tu le diffuses, mais finalement, ça reste dans le cadre de la recherche et on ne sait pas encore ce qu'il a... Ouais, alors c'est des vrais... Voilà, c'est pareil, ça fait partie des questions. Je suis très contente, par exemple, une émission comme ça, c'est chouette, ça va être en ligne, on va mettre le lien, peut-être que d'autres personnes vont envie d'aller le voir. Après, c'est un film qui fait 20 minutes, c'est déjà trop long pour le temps d'attention. Ah ouais non, je sais pas, je pense qu'en fait, le film, il a sa propre vie. Il y a une partie de sa vie que j'accompagne, par exemple aujourd'hui, mais il est aussi montré en Angola. C'est un film qui a été notamment présenté au festival de films documentaires à Luanda. Pour moi, c'était super important. Bien sûr. Bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai pas pu être présente parce qu'ils nous ont dit ça une semaine avant. Moi, en une semaine, je pouvais pas organiser un voyage en Angola. Ouais. Mais voilà, c'est à la fois, j'adore toute cette démarche, j'adore ce film, et je pense qu'il faut aussi un peu désacraliser et laisser ce type d'objets, ces écritures alternatives, pour reprendre le titre de ces journées-là à Nantes, les laisser avoir leur vie et laisser aussi différentes personnes s'en saisir. Donc voilà, moi je suis Chloé Buère au CNRS. Si vous voyez le film, que vous voulez en parler, faut m'écrire un mail. Enfin voilà, ouais. Je crois qu'il faut s'autoriser à ce que les choses puissent parfois tomber un peu dans l'oubli. On se concentre sur autre chose et puis ça revient, et pas tout miser sur le film. Après c'est le confort que j'ai en étant chercheuse. Moi j'ai plein d'autres projets, j'ai des projets d'écriture. On a aussi écrit un chapitre d'ouvrages scientifiques avec les activistes, donc certains qui ont participé au film, d'autres que je connais, d'autres. Et donc c'est un autre exemple de coécriture qui est pas audiovisuel pour le coup, qui s'est confronté à d'autres difficultés. Mais voilà, donc le film pour moi c'est un petit caillou dans un chemin où j'essaye d'en mettre plusieurs et où il n'y a pas que moi qui mets des cailloux, quoi. Ok. Il est 14h passées, donc je vais te libérer. Juste avant de te libérer, de te laisser aller continuer la journée, est-ce que y a d'autres projets en cours ? Est-ce que tu vas retourner, du coup, tu as d'autres projets en Angola ou dans un autre pays d'Afrique, ou les Afriques, comme tu disais, sur une communauté de diaspora ? Est-ce que tu as d'autres projets à venir ? Oui. Il y en a plein. Toujours trop de projets. Sur l'Angola, j'y étais là, donc en juillet-août. Ça m'a permis de revoir certaines personnes. Notamment, j'ai un projet avec une collègue qui s'appelle Sylvia Cruz, qui, elle, a travaillé plutôt, pas avec les activistes, mais avec les gens du gouvernement. Okay. Et donc, en fait, on a fait du terrain ensemble. Et donc, je suis allée voir, moi, les gens du gouvernement avec elle. Elle est venue voir les activistes avec moi. Et ça, c'était chouette. Je retourne à Luanda en janvier pour un nouvel atelier de film. Donc, je suis très heureuse. Là, c'est pas moi qui l'organise.
voilà, j'ai été embarquée, donc je suis ravie. Et sur les Afriques, ça c'est un peu aussi une des réponses à ce que je disais. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre à Bordeaux en travaillant sur l'Angola? Comment je réconcilie ça? Et donc là, avec tout un, justement aussi des activistes en France, on dit ça des militants à Bordeaux, avec le musée d'Aquitaine, voilà, avec différents partenaires, des artistes, l'Institut des Afriques aussi, qui est un super partenaire associatif qu'on a à Bordeaux. On essaie de monter une réflexion autour des traces du colonial et de la possibilité de décoloniser les espaces publics de Bordeaux, de la ville ou de la métropole de Bordeaux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On en est vraiment au tout début encore, mais en associant à la fois les étudiants de l'université et donc des artistes, des militants et des institutions culturelles ou politiques locales. Voilà. Toujours de la recherche participative. Toujours de la recherche participative, exactement. Super, merci beaucoup Chloé pour ton intervention. Merci beaucoup et puis longue vie aux émissions. Oui, j'espère. Alors on a quelques bugs de connexion, donc je ne sais pas si elle va faire long feu celle-ci, mais elle sera rediffusée de toute façon. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Bon après-midi. Ouais, c'est bien de ces échanges. Super, merci.